Pour resituer un petit peu, moi quand j'étais infirmier à la Légion, souvent j'ai eu à traiter des chiens. Soit on avait des chiens qui étaient détachés avec nous, soit par exemple au deuxième rep on avait la première compagnie qui avait une section cynotechnique. Il n'y avait pas de vétérinaire sur place et donc en fait nous à l'infirmerie, on va dire sans formation, on gérait aussi les chiens. Donc on a dû apprendre un peu sur le tas. Moi c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai aussi un chien. Moi mon chien, je lui ai jeté le bâton une fois, ils sont brochés sur 12 cm de bois au niveau de la gueule. Voilà, si on sait pas se démerder, on est au fin fond du Kéra. Le premier veto, il était à 1h30 de route, quoi. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous accueillons de nouveau Claude Brunet dans le podcast afin de parler de secourisme et plus particulièrement de secourisme canin. Cet ancien combat médic à la Légion étrangère vient tout juste de sortir une nouvelle masterclass sur cette thématique et cette dernière est disponible sur notre site internet défense-zone.com à la rubrique formation. A noter que les élèves de notre programme secourisme en milieu hostile y ont déjà accès gratuitement. Tous les liens sont en description, n'hésitez pas à y jeter un œil et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Claude, bienvenue dans le podcast, bienvenue pour ce deuxième passage dans le podcast parce que tu as été un de nos tout premiers invités. On a eu la chance de t'interviewer dans l'épisode 10 du podcast dans lequel tu nous as parlé de ton expérience, notamment en zone en OPEX, que ce soit en Afghanistan, Centrafrique. Et puis avec toi, on a parlé de secourisme et notamment de secourisme en milieu hostile, qui est d'ailleurs la dénomination de la formation, de la masterclass qu'on a pu tourner ensemble et qui est disponible. Et justement, si on se retrouve aujourd'hui au coin du feu, pour ceux qui regarderont en vidéo, on est au coin du feu ensemble après quelques journées de formation, de tournage pour une suite de SMH. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir pour qu'on puisse discuter de tout ça, parce qu'on a pu enregistrer du super contenu à destination des gens qui aimeraient faire du secourisme animalier. Oui, exactement. Ce qui n'est pas commun, notamment avec un chien. Déjà, est-ce que tu peux te représenter très rapidement pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode et ils seront punis parce qu'on leur dira d'aller regarder l'épisode avant? Obligé, c'est un prérequis. Donc Claude Brunet, donc moi je suis un ancien infirmier major à la Légion étrangère. Donc je suis parti après 21 ans de service. Mais alors j'ai cette petite particularité, c'est que pendant mon service en fait, j'ai dû créer SMH, secourisme en milieu hostile, pour former en fait les gens en FPOS Advance. C'est un stage, on va dire, primo-intervenant en zone hostile pour l'antipiraterie. Donc du coup, tout en étant légionnaire, je faisais des formations médiques à destination d'anciens militaires qui partaient faire de l'antipiraterie, notamment dans le golfe d'Aden, etc. Donc après l'armée, j'ai continué sur ma lancée. J'ai donc travaillé beaucoup avec les ambassades, les polices municipales, éventuellement aussi de la police nationale, des gens qui n'avaient pas accès au sauvetage au combat. Donc je suis un des précurseurs. Donc on avait créé ça après le retour du l'OMLT2 en Afghan en 2007. Et donc on continue, on se diversifie un petit peu. Là on a fait une masterclass sur une partie canine. Je me suis aussi diversifié sur d'autres secteurs comme tout ce qui est bûcheron, explorateurs miniers, des gens qui font des treks longue distance et qui ont lors de leur trek à passer par des zones qui ne sont pas safe. On appelle ça des zones rouges au niveau du ministère des Affaires étrangères. D'accord. On va parler de tout ça parce que c'est super intéressant pour tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de… Même si au début tu as commencé avec des militaires, avec des gens de l'institution qui avaient besoin d'apprendre à gérer un moment de crise qui impliquerait des armes à feu, des blessures par balle, des lacérations, ce genre de choses. C'est-à-dire comment on fait pour arrêter une hémorragie ou pour sécuriser une victime. Mais en fait là ce qu'on a pu voir ensemble ces derniers jours, c'est comment on fait pour sauver déjà le meilleur ami de l'homme, son chien, et puis aussi comment sauver concrètement son pote ou un membre de sa famille quand on est dans une randonnée qui tourne un peu mal, que quelqu'un a besoin d'un brancardage. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de
On va parler de la formation canine. En quoi ça consiste et c'est quoi les risques principaux que peut avoir un chien? Pour resituer un petit peu, moi quand j'étais infirmier à la Légion, souvent je lui traité des chiens. Soit on avait des chiens qui étaient détachés avec nous, soit par exemple au deuxième rep on avait la première compagnie qui avait une section cynotechnique. Il n'y avait pas de vétérinaire sur place et donc en fait nous à l'infirmerie, on va dire sans formation, on gérait aussi les chiens. Donc on a dû apprendre un peu sur le tas. Moi c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai aussi un chien. Moi mon chien, je lui ai jeté le bâton une fois, ils sont brochés sur 12 cm de bois au niveau de la gueule. Voilà, si on sait pas se démerder, on est au fin fond du Kéra. Le premier veto il était à 1h30 de route quoi. Donc ça c'est un truc qui m'est arrivé, voilà. Là j'ai ma chienne pareil, elle s'est blessée aussi, elle s'est fait attaquer par un patou. C'est des petits gestes pour faire en fait du civil ou du professionnel qui a un chien, pas forcément militaire, ça peut être quelqu'un d'une police municipale, ça peut être un chien technique qui cherche les billets, la drogue, l'explosif, des choses comme ça, dans des institutions qui ne sont pas militaires, comme la douane ou des choses comme ça. Qu'est-ce que je fais si mon chien il est blessé? C'est à 2h du matin, je suis au péage autoroutier au fin fond de la campagne et le premier SAMU il a 45 minutes. Voilà. Qu'est-ce que je fais en attendant le SAMU? Après moi j'ai soigné aussi d'autres chiens donc en Guyane, j'en ai soigné au Kosovo, etc. Dans plusieurs OPEX où là moi j'étais formé vraiment pour sauver des gens. Et quand on tombe sur un chien, c'est comme pour un bébé, en fait, on n'a pas l'habitude, c'est très compliqué, quoi. Donc je me suis intéressé pour me former, en fait, et j'ai développé aussi quelques petits produits avec les industriels partenaires. Ouais, parce que la force que tu as, c'est de proposer déjà commencer par la trousse de secours. Tu vas peut-être nous en parler, mais tu as une trousse de secours qui est assez... Enfin, déjà, tu en as plusieurs. Quand on regarde le contenu de ta voiture, déjà, il y en a une quantité astronomique et tu connais parfaitement les produits. Et déjà, la question que je me pose, c'est au niveau des produits, j'imagine que ça évolue tout le temps. Toi qui es commercial aussi, qui vend ce genre de choses tous les jours. Alors, en fait, le problème, c'est comme pour les humains. En fait, il y a des trucs qui sortent tout le temps, sauf qu'à un moment donné, il faut dire stop et j'achète ça. Et pour nous, c'est pareil. En fait, on fait une veille techno et en fait, au bout d'un moment, on dit bon, clac, on produit ça. On n'attend pas. Si on attend la dernière innovation, on ne produit jamais rien. Voilà. Autre chose, les chiens, c'est très particulier. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur des coussins pour les chiens pour pas qu'ils se coupent après l'effondrement du hall E de Roissy. Je ne sais pas si vous vous rappelez là, qui s'était effondré. Les chiens, ils avaient les coussinets tout lacérés. On m'a demandé de développer des coussinets. Moi, j'y connaissais rien. J'ai bossé vraiment à fond dessus. Et en fait, je ne suis pas arrivé. J'ai fait plein de protos, etc. Alors, soit les chiens s'arrachaient les trucs, soit c'était trop épais. Voilà. Donc, les chiens, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier et il y en a des milliers qui sont en service dans les administrations. On est un des pays où la cynotechnie est la plus présente au monde et donc c'est vraiment un domaine où il faut investir et où il faut prendre en charge les chiens parce que les chiens, peut-être on les a formés pendant 2 ans. On est parti sur plusieurs chiens en plus et puis à la fin il en reste que 3-4. Donc c'est un gros investissement des institutions et il ne s'agit pas de les sacrifier comme ça, c'est pas un drone à 300 balles. Un chien, en plus c'est de l'affect avec le maître chien, donc c'est très particulier. Justement, est-ce qu'il y a un lien, quel lien tu fais entre le sauvetage au combat canin et le secourisme canin à destination de Madame Michu qui, comme toi, balade le chien, puis le chien il se fait attaquer par un sanglier dans la forêt, peut-être par un chasseur, peut-être par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas emprunter à l'univers du sauvetage au combat? Je vais prendre une phrase toute simple. C'est-à-dire que le militaire qui se casse la jambe en OPEX à 2h du matin au fin fond du Mali, et puis la personne qui va se casser la jambe en faisant du skateboard sur un pipe, je veux dire, le primo-intervenant, en gros, va faire à peu près les mêmes gestes. Et là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que le chien il va avoir une plaie soufflante, le militaire va avoir une plaie soufflante. En gros, ça va être la même prise en charge.
On va utiliser les mêmes produits parce qu'on ne peut pas en développer exprès pour le chien. Mais par contre, on va développer d'autres produits qui vont être vraiment adaptés au chien. Tout ce qui est un peu brancardage, tout ce qui est élitroyage, les choses. Parce que là, c'est physiologiquement parlant, on va adapter le truc au chien. Tout ce qui est bandage, gaz hémostatique, là c'est pareil. On va peut-être adapter aussi le petit bon produit qui est compatible avec les humains, mais on va sélectionner vraiment celui qui marche le mieux sur les chiens. Par exemple, on en reviendra après, mais pour les hémostatiques, on va utiliser un dérivé du Surgicel qui est utilisé en chirurgie chez les vétérinaires. Il y a une version combat médic qui s'appelle le Winclot, qui est beaucoup plus chargé, mais c'est le même système. Et donc en fait, on va l'utiliser pour les plaies non garrottables. Après, comme tu viens de le dire, mine de rien, le chien ne sera pas vraiment la priorité, ne serait-ce que pour le développement économique, parce que ce n'est pas forcément viable pour une entreprise de développer que des produits pour les chiens. Et après aussi le softer, si tu appelles le PGHM au milieu de nulle part, que c'est pour ton chien, ils vont peut-être avoir... tu ne seras pas la priorité par rapport à un secours sur un humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends tes responsabilités, tu dois être capable d'être le primo-intervenant sur ton animal? Oui, tout à fait. En fait, comme on sait tous, on a une pénurie de médecins, d'infirmiers, etc. Donc moi, j'ai travaillé par exemple comme infirmier dans un SDIS. Maintenant, j'ai arrêté. Il y en a plein qui ont arrêté aussi. Et donc, du coup, on a moins de véhicules qui tournent. Donc maintenant, il y a des choix à faire, comme avant, mais on va dire, faut avoir de la chance que les véhicules sont là, ils ne sont pas partis sur d'autres inters. Mais c'est sûr que s'il y a une inter sur un humain ou un chien, l'intervention ira sur l'humain. Et puis après, il y a tous les pays où on va aller, où il n'y a pas de secours, et il faudra se débrouiller tout seul, parce que personne ne viendra vous chercher. Il faudra vous venir à l'hôpital ou à la clinique vétérinaire, si c'est un humain ou si c'est un animal. Donc en fait, c'est le même système. Il faut être un bon primo-intervenant, il faut cadrer son chien, pouvoir le transporter jusqu'à le vétérinaire le plus proche. Là, tu mets un doigt sur quelque chose qui est important, on va revenir dans l'univers des humains, qui est que tu es primo-intervenant aussi déjà pour toi-même, et puis pour les gens qui t'entourent, si jamais il se passe quelque chose de grave, de dramatique. Dans les précédents épisodes dans lesquels tu es passé, on parlait des attentats. Oui. Les gens qui ont vu des gens se faire rafaler devant eux à la terrasse d'un bar à Paris, celui qui savait mettre un garrot, forcément, il a pu sauver des gens. Sans aller dans des extrémités qui, malheureusement, quand on regarde les stats, sont toujours d'actualité, et on ne sait pas ce qui se passera demain, mais quand on voit ce qui se passe en Ukraine, ou en Ukraine, par exemple, dans un quartier, si par exemple on bombarde le quartier, tu ne peux pas sortir de chez toi, ou on bombarde l'hôpital, comment tu fais si tu ne peux pas attendre des gens, quoi. Quelque chose de beaucoup plus simple qui peut arriver ici, c'est on peut avoir une tornade, par exemple. Ça, c'est arrivé il y a encore 2-3 jours en arrière. Et donc, en fait, soit on a une tornade, soit on a un tremblement de terre, une inondation. Et donc, en fait, on a des cas non conformes, où en fait, les secours ils vont être débordés, clairement. Et donc, en fait, on va falloir se débrouiller tout seul. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de solution. C'est soit je suis formé, j'ai du matériel et je sais faire parce que je m'entraîne, soit sinon, mon chien il va mourir. Et inversement aussi pour les humains. Mais ça, on a déjà parlé de ça dans l'autre vidéo. Parlons un peu du cas de figure où tu es en montagne, où tu fais un trek. Je pense par exemple à des pays comme le Maroc qui attirent quand même beaucoup de touristes, qui partent dans le désert, qui vont faire des treks. Où là, le premier hôpital le plus proche, il est quand même assez loin. Il n'y a pas le PGHM sur place. Toi, c'est quelque chose que tu vois de plus en plus, les gens qui prennent conscience de ça et qui se forment, qui partent avec des garrots dans le sac, ce genre de choses? Alors, moi déjà, je fais du secours sur des grands treks comme ça, là, jusqu'à 164 km, j'en fais régulièrement, notamment chez moi dans les Hautes-Alpes aussi. Et en fait, maintenant, on demande un petit kit médic dans le sac, et notamment une couverture de survie un peu spécifique avec la capuche, enfin un truc propre, quoi. Donc les gens, eux, vont être déjà à distance des différents points où il y a du secours qui est prépositionné.
Et donc en fait, c'est toute une chaîne, hein, donc la personne se prend en charge et inversement. Enfin, ça découle. Après, il y a l'infirmier qui est prépositionné. Après, il y a les secours étatiques qui arrivent, qui prennent en charge. Le souci, c'est voilà, pour son chien, en plus dans des pays comme, on va me parler le Maroc et tout ça, à mon avis, si on appelle les secours pour un chien, on va attendre un bon moment, quoi. Donc il faudra se débrouiller tout seul et trouver le vétérinaire le plus proche pour l'amener, cadrer chez le vétérinaire, éviter qu'il meure en route en fait. Et le faire dans des conditions, par exemple on a vu pour les fractures, voilà, on va l'immobiliser, etc. Pour qu'il arrive, on va dire, dans de bonnes conditions de douleur jusqu'à la prise en charge vétérinaire. Pour le coup, par un professionnel qui lui est vétérinaire, qui a l'habitude de gérer ces cas-là. Ça me vient justement une question par rapport à ça. Quand tu as une situation dramatique face à toi, ton chien est blessé, commence à vider de son sang, ou un humain, hein, pas forcément qu'un chien, forcément, déjà tu as peur, tu es en état de stress, tu n'as pas forcément toutes les compétences qu'il faut, tu le sais d'ailleurs toi-même que tu n'as pas les compétences qu'il faut pour le sauver. Tu as peur d'aggraver la situation. Tu as des gens aussi qui t'aideront pas forcément parce que pareil, même raison, ils ont peur, ils ont pas envie d'aggraver la situation. Dans le milieu militaire, de ce que j'ai compris, on appelle ça des canons conformes, le fait d'intervenir parce que tu n'as pas trop le choix, un peu comme des unités d'intervention qui ne vont pas respecter toutes les règles de sécurité pour faire un rappel, ce genre de choses, parce que n'y a pas le choix, quoi. On va prendre des risques, mais c'est pour réaliser une mission plus importante. Comment toi tu l'appréhendes et comment tu le vois tout ça? En fait, cette prise en charge, en fait, c'est quelque chose qui doit être rapide, efficace, et il faut vraiment cadrer l'hémorragie. Là, un chien, par exemple, il perd 2 tasses de sang, il est mort. Hein. 2 meugles, là, terminé. Donc ça va vite. Hein. Donc, en fait, comme je dis, il faut vraiment être formé, s'équiper et se former. En fait, on a 3 cas de figure souvent. On a des gens qui, alors ils sont formés nickel, mais ils n'ont pas de matos. Et souvent en plus, c'est des professionnels de santé. Moi j'en connais plusieurs qui sont arrivés sur des inters et en fait, ils n'avaient rien. Ils avaient tous les diplômes, hein, pas de problème. Mais sur place, rien du tout. Ensuite, on a un peu les survivalistes passionnés. Voilà, les mecs, ils sont équipés comme un porte-avions, ils ont 8 garrots, 12 hémostatiques et tout ça, mais ça ne savent pas s'en servir. Deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, qui est assez répandu, c'est la personne qui a été formée il y a 10 ans en arrière parce il était militaire, ou il était pompier, il était machin, tout ça, et puis depuis, il n'a jamais rien fait. Il a un petit peu de matériel, et puis le jour où il arrive, oh merde, putain, comment ça marche? Je ne me rappelle plus, quoi. Donc, en fait, il n'y a pas de secret, c'est comme pour tout, il faut travailler ses gammes, en fait. Ça me fait penser à un parallèle avec les militaires où, quand on discute avec des gens qui partent en opération extérieure, ils disent tous qu'avant de partir, ils partent sur un cycle de 3 à 6 mois où ils vont s'entraîner, driller. On répète les gammes. Faire des choses ouvrir la porte à gauche, ouvrir la porte à droite, etc. Et on rabâche, on rabâche, on rabâche. En termes de secourisme, ils réapprennent à mettre des garrots, mettre des pansements. Ah mais bien sûr, oui, on refait tout. On refait tout. Et les gens ne les font pas qu'une seule fois. Hein. Justement, il y a une logique de répétition là-dedans. C'est peut-être encore plus vrai dans le milieu du secourisme, le fait de devoir répéter. Oui, parce que dans le milieu secourisme, il y a le stress, qui est très important quand on est devant une victime ou devant son chien. Il ne faut pas perdre de temps, parce que chaque goutte de sang, il faut l'économiser. Et ensuite, il faut aussi voir que le chien, par exemple, il ne va pas forcément se laisser faire facilement parce qu'il est blessé. Donc on a vite fait de se faire mordre, etc. Donc ouais, il faut entraîner son chien aussi, pourquoi pas. Les chiens militaires, ils sont entraînés. Ils ont l'habitude de se prendre un garrot sur la patte, quoi. Ils savent ce que c'est. Le jour J, il pète sur une mine papillon, il sait ce que c'est de se prendre un garrot, quoi. Parce qu'on lui a déjà mis 50 fois, quoi. Justement, parlons un peu de cette relation entre le chien et le maître chien. Tu me disais plus tôt dans la journée quand on était sur le tournage de cette masterclass que le chien c'est un soldat comme les autres dans l'armée.
mais pareil dans la gendarmerie, dans la police. Ouais, il a un livret matricule, il a un numéro de matricule, il touche les médailles comme les autres, voilà. Du coup, ouais, la perte d'un chien, c'est quand même quelque chose qui est perçu comme un échec. Ah, ouais. Et puis, psychologiquement, quand on entend un chien gueuler et tout ça, moi, personnellement, ça me touche pratiquement plus qu'un homme, quoi. C'est con à dire, mais l'homme, on s'y habitue, on travaille ça tout le temps. Quand on se retrouve avec un chien et qu'on entend un chien gueuler parce qu'il est touché, ouais, c'est un peu comme les enfants, en fait. On n'est pas habitué. Est-ce que en dehors de tous les conseils que tu as donnés là pendant ces quelques jours de formation, que ce soit aussi bien sur la partie canine et la partie humaine avec le brancardage, est-ce que tu voudrais partager avec nous un ou deux conseils que tu as donnés dans la formation que tu invites les gens à pratiquer, à appliquer pour des raisons, pour le coup, de vie ou de mort, pour essayer de sauver quelqu'un ou sauver un chien? Bon, il y en a beaucoup. Le truc, c'est de nouer une relation avec son chien qui soit, on va dire, on ne va pas dire que c'est un truc opérationnel ou chose comme ça, mais faire passer ça un peu comme un jeu pour le chien, de toute la prise en charge médicale, faire un petit exercice, je lui mets un bandage, par exemple il a mis le bandage sur la tête, il n'aimait pas trop le chien, bon je lui fais ça, après je joue avec sa balle, etc., il est content, et puis après, alors il ne faut pas lui en mettre plein la tronche, mais peut-être faire tous les mois un petit truc, c'est pas grand chose, chaque premier week-end de chaque mois, voilà, je vais faire un petit truc médic avec mon chien. Moi, ça m'entraîne. Le chien, il va s'habituer à tout ça. Et le jour J, ça se passera beaucoup mieux, quoi. Donc, en gros, faut faire le geste souvent pour qu'on puisse l'avoir vraiment, on puisse le faire d'une façon vraiment pro, on va dire, presque. Et sur la partie plus brancardage, c'est quoi le truc qui est peut-être un peu rédhibitoire? Tu vois les erreurs qui se font Déjà, c'est de rien avoir pour porter le chien, c'est d'être comme un con, essayer de le porter comme ça sur le dos. Si je glisse tout ça, c'est un peu compliqué. Ensuite, le porter à deux dans un petit brancard filet, c'est vraiment ce qu'on peut faire de plus facile, parce que le brancard filet, c'est comme ça pèse rien. Ça fait 280 grammes, je crois, donc on peut prendre ça facilement en fond de sac, surtout si on fait de la montagne ou un trek avec son chien à l'autre bout de la planète. Et puis après, avoir toujours sur soi, comme pour un homme, de quoi désinfecter, de quoi faire une petite plaie sur le coussinet, d'avoir ne serait-ce qu'il se fait une estafilade avec une branche, quelque chose comme ça. Petits gestes de secours qui ne mangent pas de pain, mais qui vont permettre d'éviter une infection pour le chien, etc. Ou qu'il puisse éventuellement se déplacer un peu plus facilement malgré sa blessure. Ça évitera de le porter. Donc vraiment ce qu'il faut, c'est avoir un petit fond de sac pour soi, mais aussi un petit fond de sac pour son animal de compagnie. Le fait d'avoir un fond de sac comme ça, ou même une trousse de secours, ou ne serait-ce que des compétences, quand tu viens de le dire, des gens qui ont des savoirs, qui savent appliquer le matériel, l'utiliser correctement le matériel, c'est un peu comme c'est comme souscrire à une assurance. Tu n'as pas envie parce que tu sais que tu n'as pas envie que ça arrive, donc quelque part tu n'as pas envie de te prendre la tête avec ça. Toi, avec l'expérience que tu as et les gens que tu croises au quotidien, qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent comme ça? Déjà, la plus belle preuve du truc, c'est que tous ceux qui sont fait cartonner un chien, généralement, ils vont se former derrière. Parce que le jour J, ils sont arrivés, pas de matos, pas de formation, pas rien, le chien est mort, échec. C'est comme moi j'ai vu en psy, voilà, les gens ils croient jamais que les psys sont dangereux, puis quand ils prennent 3 coups de couteau, ils changent un peu de philosophie. Là c'est la même chose, on se dit ça sert à rien, il va jamais assez arriver, puis quand ça arrive, paf. Voilà. Et c'est comme l'assurance, je peux rouler sans assurance, le jour où je vais cartonner quelqu'un et je vais en avoir pour des centaines de milliers d'euros à payer, je vais prendre une assurance derrière, quoi. Donc en fait, il faut mieux prévenir que guérir. Et donc se former, s'entraîner et avoir du matériel le jour J. Est-ce que tu as peut-être un dernier conseil à partager avec les gens qui nous écoutent? Je pense que j'en aurais plein, on va dire. Mais ce qu'il faut, c'est avec son chien, avoir cette relation
qu'on a tout le temps amical, machin, du jeu, tout ça, et être toujours on va dire, en capacité de lui prodiguer, on va dire, les gestes qui sauvent. C'est-à-dire, en fait, se concentrer sur ce qui risque de le tuer. Souvent, il peut y avoir plusieurs pathologies. Il faut vraiment, vraiment se concentrer sur la blessure. On va dire, je vais dire un truc bête, mais il a une patte cassée, il a une hémorragie. Il ne va pas s'occuper de la patte cassée, vraiment se concentrer sur ce qui va le tuer en premier. Voilà. Ah, donc ça demande quand même d'avoir déjà un minimum de connaissances pour identifier les vrais problèmes qu'il peut y avoir. C'est ça, mais voilà, le principal, c'est jouer au plombier et boucher toutes les fuites, quoi, en gros. Écoute, merci pour cet échange. Donc, j'invite les gens à aller voir en description de l'épisode les infos sur cette masterclass qui vient d'arriver logiquement au moment où vous écoutez cet épisode, vous y avez accès dans la description qui se retrouve dans le package en quelque sorte des formations Défense Zone et SMH. Merci pour ton temps, merci pour tes conseils. Merci pour l'invitation. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur le secourisme canin, nous vous invitons à regarder la masterclass complète de Claude. Vous trouverez sur notre site internet défense-zone.com à la rubrique formation ou directement en description de cet épisode. A très vite pour un prochain épisode.